avec également le susball. Regardez le gros ballon au dos. Et donc, avec ces flexions, c'est véritablement une sorte de squat, mais ça va permettre en tout cas, et, mesdames et messieurs, avec surtout eh bien, les étirements. Allez, et ça va se terminer dans quelques instants. Le coach Bou qui va prendre la parole. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Donc, c'était juste des mouvements qui sont fluides, donc qui peuvent être faits juste à base de susball et avec un medicine ball. Donc, vous l'avez chez vous, vous l'avez dans les salles. Vous avez un support qui est le mur. Donc, c'est des exercices qu'on vous propose et des méthodes d'entraînement qui peuvent vous faire bien travailler ce qu'on appelle la partie postérieure, en même temps les jambes. Donc, un très bon VSD à vous qui nous suivez. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, merci coach Bou, merci les Diallo. Nous venons de terminer la semaine, évidemment amputée de notre jeudi, puisque c'était véritablement la fête, évidemment. Mais on va se taper la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Alors, encore une fois, merci. Je vais vous souhaiter un très bon VSD. Alors, au quartier Ndiaye, c'est là-bas du côté de Fatick. Je vais dire bonjour et très bonne journée à Ibrahim Ndiaye, le major Ibrahim Ndiaye Gaïndé au quartier Ndiaye. Mais je suis du côté de Thiès, un autre major. Il s'agit du major Pépito Sarr. Encore une fois, à tous les Guet-Ndariens, je vous souhaite un excellent VSD. 6h35, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Nous sommes en direct jusqu'à 8h. Merci au coach Tandara que nous retrouverons avec le même plaisir la semaine prochaine pour d'autres conseils gym. Bienvenue en plateau, mon cher Alioune. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, alhamdoulilah. Un numéro spécial puisque nous sommes entourés d'invités. Pas de chroniqueurs ce vendredi matin. Honneur aux invités, on va dire. Davantage sur ce plateau de la matinale, Kenkeliba. Et pour nos invités sont rois. La semaine et nous recevons un roi Mancagne. Ah, ben voilà, justement. Le représentant du roi. Voilà. Mais le représentant du roi, quand il est parmi nous, c'est un peu comme le roi. On est le roi. Voilà, c'est ça. Il faut l'honorer. Merci d'être sur le plateau de la matinale. Alioune, je te laisse le soin de présenter nos invités à nos téléspectateurs. Alors, nous aurons un plateau très riche, très varié. Voilà, le Sud, le peuple Mancagne, représenté donc par le représentant du roi, hein, son Altesse Royale, on va le dire aujourd'hui sur ce plateau, Edouard Montero. Edouard Montero, qui est le vice-président du comité de pilotage du premier festival Mancagne Fikma Boula. Certainement, c'est l'occasion de faire la promotion de la culture de ce grand peuple Mancagne qui est un peu partout dans la sous-région du Sénégal, à la Guinée-Conakry, en passant bien sûr par la Guinée-Bissau, la Gambie et j'imagine un peu plus aussi parce que chez la diaspora sénégalaise, je pense que c'est l'une des communautés les plus présentes et les plus dynamiques, surtout en France, d'où nous vient notre deuxième invité, M. Momodou Thiam, qui va nous parler de l'implication donc, de nos frères et sœurs de la diaspora dans le concours Miss Sénégal. Vous savez, il y a aussi une Miss qui nous vient de France, une Miss d'origine sénégalaise qui va rivaliser avec ses sœurs restées au pays. Et enfin, pour clôturer donc en beauté cette matinale, dernier numéro de la semaine, nous recevons un Bourrois. Hein, donc c'est un frère pour moi, parce que vous savez, les liens qui m'unissent avec Mbour, hein, parce que Mbour, quand même, c'est une ville qui m'a marqué. Et il est donc originaire de la Petite Côte, M. Abdoulaye Gueye. Mais il est surtout là en sa qualité voilà, de vice-président de l'association des anciens étudiants et stagiaires sénégalais en Algérie. Alors, ils se dirigent vers leur assemblée générale. Et c'est l'occasion donc de parler de l'agriculture sénégalaise. J'ai pensé qu'ils parleraient plutôt des hydrocarbures, donc du pétrole, du gaz, quand on sait que l'Algérie est l'un des plus grands pays producteurs donc ici en Afrique. Mais bon, alors on va s'intéresser à cela parce que c'est bien aussi de diversifier donc notre économie. Et le thème retenu par nos amis de l'ASA reste l'agriculture, source d'emploi et de richesse. Quelle réforme? Je pense que cela entre en droite ligne quand même voilà, des directives du président de la République. On sait que pour être vraiment souverain, pour que le souverainisme soit une réalité, il nous faut une réelle autonomie
sur le plan donc de l'agriculture. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité. Et on va profiter de ces autres casquettes pour parler, pourquoi pas, du football sénégalais. Absolument. Il est le vice-président de la Ligue sénégalaise de football, mais aussi vice-président donc du club Fayon de Mbour, le porte-étendard du football mbourois, le stade de Mbour. Voilà donc vraiment des sujets avec, sur lesquels nous reviendrons avec notre invité, M. Gueye. Oui, d'autant qu'on est vendredi et les vendredis, généralement, on parle sport sur ce plateau. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mon cher Abdulaziz Ban, notre chroniqueur sport. On espère te retrouver dès lundi en meilleure santé, mon cher Ban. Alors, bienvenue au plateau à nos invités. Bonjour, Édouard Montero, comment allez-vous? Bonjour, madame, bonjour, je vais bien. Bien réveillé? Bien réveillé, ça n'a pas été facile aujourd'hui, comme j'imagine ce que vous endurez chaque jour. Surtout un jeune retraité comme moi qui avait l'habitude de dormir jusqu'à une certaine heure. Donc aujourd'hui, ça avait été un plaisir de venir discuter avec vous. Eh bien, le plaisir, il est partagé. J'aime bien l'expression jeune retraité, finalement. Bienvenue, Mamadou Chia. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Et la Miss, comment se porte-t-elle? Elle se porte très très bien. Actuellement, elle est dans l'avion. Elle est rentrée en France. Et voilà, moi je suis resté jusqu'au 15. Très bien, pour venir sur le plateau finalement. Parce qu'on avait lancé l'invitation pour qu'elle soit sur le plateau avec nous. Mais tant mieux, vous êtes le président du comité Miss Sénégal France. On va revenir évidemment, comme l'a dit Alioune tout à l'heure, sur l'organisation. Ablaye, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sarah, donc très content de vous trouver parmi vous aujourd'hui aussi, n'est-ce pas, pour représenter donc l'AESA, l'Association des anciens étudiants et stagiaires sénégalais en Algérie, pour parler de notre Assemblée générale, mais surtout de l'Assemblée de haut niveau que nous organisons sur l'agriculture. Très bien. Merci. Sujet d'actualité, comme l'a dit tout à l'heure Alioune Badara Kane, agriculture, souveraineté alimentaire, tout ça, c'est lié bien évidemment. Et on parlera sport aussi avec vous. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'agriculture, nous, on démarre toujours notre magazine en servant du quinqueliba à nos invités. On le prépare de manière assez particulière. Ah oui, je sais qu'en France, il y a de plus en plus de personnes qui font également du quinqueliba, mais en dosette. C'est ça. Généralement, c'est moi, pas ça faisait très longtemps que je n'avais pas bu. Ah. Eh très, bien, très vous longtemps. renouez avec les sources ce matin. C'est très bon. Et il y a du sucre, si vous en voulez, pour accompagner tout cela. Il est 6h48 exactement. De nombreux sujets d'actualité ce matin sur la table. On va démarrer avec cette nouvelle. Vous êtes probablement déjà au courant, si vous avez suivi la nouvelle sur les réseaux sociaux et même dans nos différentes éditions d'information. C'est cet accident, malheureusement, qui a eu lieu à l'aéroport international Blaise Diagne avec ce vol de Transair qui effectuait justement un vol en direction de Bamako pour Air Sénégal. Au décollage, il y a eu des soucis. Évidemment, l'enquête nous dira qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Des dizaines de blessés, malheureusement 4 graves dans cet accident survenu à l'aéroport international Blaise Diagne. Des passagers bien pris en charge. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'AS. Que s'est-il passé véritablement? Et puis, ce matin, ça nous offre l'occasion de souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Et moi, je voudrais plaider aussi pour une prise en charge psychologique de toutes ces personnes-là, que ça ne se limite pas tout simplement à des soins au niveau des hôpitaux, je veux dire soins physiques, mais je pense que mentalement, psychologiquement, quand on vit une telle tragédie, on a besoin d'être accompagné, d'être pris en charge. On dit que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de crashs quand on compare véritablement aux accidents de la circulation ou de la route, par exemple, mais lorsque il y a un accident ou un incident, eh bien, il y a malheureusement énormément de blessés. C'est un peu le cas avec cet incident qui s'est produit, je le disais, à l'aéroport international Blaise Diagne. Alors, vous avez tous suivi, je le sais, messieurs, les nouvelles par rapport à cet incident-là. Réaction ce matin par rapport à non seulement la prise en charge de ces passagers-là, mais aussi un tout petit peu tout ce qui tourne autour de l'aéroport, tout ce qui tourne autour de notre compagnie nationale, Air Sénégal. Quel commentaire est-ce que vous avez envie ou quelle réaction est-ce que cela suscite chez vous? Je vais commencer avec Alioune Badara Kane. D'abord, nous compatissons à l'endroit surtout de nos amis de Transair. Hein. On sait que Transair quand même fait partie des amis, voilà, des soutiens de Kenkeliba. On se souvient encore de comment ils sont impliqués pour la réussite de ce numéro spécial dédié donc à l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et toutes mes pensées donc, vraiment vont vers cette compagnie, surtout
vers voilà, le mentor, le maître d'œuvre de tout cela, donc le commandant Fall. C'est normal, ça arrive quand même, cela est tout à fait normal. Donc dans la vie des grandes compagnies étrangères, reste une fierté pour le Sénégal, parce que c'est une compagnie locale qui se bat, qui jusqu'à présent de plus en plus quand même SM un peu partout et assure donc la desserte des grandes capitales de la sous-région et même commence à quitter la sous-région. On note voilà, la présence de transferts, par exemple, en Afrique centrale. Cela démontre que vraiment il y a une bonne gestion. Il ne faudrait pas que cet accident-là puisse écorner l'image de marque de cette compagnie, d'autant plus que voilà, c'est un appareil Boeing qui est donc voilà, impliqué. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a un petit scandale à travers le monde. On note la recrudescence d'accidents impliquant donc ce genre d'appareil. Et d'ailleurs, Boeing a rappelé pas mal donc, de ces appareils, peut-être pour une révision, pour revoir un peu certaines normes techniques. Peut-être que, voilà, je me dis, je ne suis pas technicien en la matière, je ne suis pas enquêteur de haut niveau, mais je me dis que peut-être c'est une piste à explorer. Absolument. Alors, pour cette sortie de piste, bon, je crois que les secours ont été rapides. Hein. Cela démontre que quand même, on a, par rapport un peu à la sécurité civile et tout cela, assez d'expérience voilà, capable donc, pour nous permettre véritablement donc, de prendre en charge ce genre de situation-là. Plus de peur que de mal, on va dire. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et puis aussi, il faut noter que le Sénégal est l'un des ciels, le ciel sénégalais est l'un des ciels les plus sûrs d'Afrique. Parce que quand on compare le Sénégal, en tout cas pour ce qui concerne la sécurité aéronautique, avec ce qui se passe dans les autres zones du continent, prenons le cas par exemple de l'Afrique centrale, où c'est devenu une banalité que de voir un crash d'avion et tout cela. Il y a eu tellement de drames que finalement, chez eux, ça ne heurte pas, ça ne constitue pas un choc. Or, au Sénégal, il suffit peut-être d'une petite sortie de piste pour qu'on soit tous inquiets parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Donc, cela démontre encore une fois les énormes capacités de nos techniciens donc, aéronautiques. Et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass reste quand même une plateforme aéroportuaire incontournable. C'est normal, cela quand même, voilà, on le doit à notre position sur le plan géographique, mais également aux standards qui sont respectés, parce que quand vous voyagez un peu, quand vous quittez un peu le Sénégal, vous allez dans d'autres zones, bon, vous dites quand même que, voilà, alhamdoulilah, voilà, nous sommes vraiment aux normes, même s'il y a toujours des choses à améliorer pour voilà, rattraper voilà, les grandes plateformes aéroportuaires mondiales. Il est bel et bien possible, parce que le Sénégal, de par sa position géographique, je pense qu'il a encore d'autres atouts à faire valoir. Et cela, voilà, les nouvelles autorités, j'imagine bien, en sont conscientes. Et on va tous donc accompagner ces champions nationaux que sont Transair et voilà, notre compagnie, notre fleuron national, Air Sénégal également, qui se bat. Les débuts n'ont pas été difficiles. On a été donc à Toulouse également pour la réception de leurs 2 premiers appareils. Ça a été un grand moment voilà, de fierté pour tout le Sénégal. Et malheureusement pour cette compagnie, entre-temps, il y a eu la Covid. Qui leur a vraiment brisé les ailes. Parce que la naissance a été difficile. Il y a eu beaucoup d'euphorie. Mais entre-temps, juste quelques mois après, même pas quelques mois, quelques semaines juste, après donc la réception de ces 2 appareils, il y a eu la Covid. Et la Covid, on sait, a impacté négativement donc, voilà, le secteur aéronautique. Et forcément, donc, un nouveau-né comme Air Sénégal en a fait les frais. Mais je pense que quand même, en misant sur les expériences acquises dans ce domaine-là, en donnant la parole à tous les acteurs, le Sénégal pourrait toujours être quand même l'un des porte-étendards de l'Afrique dans ce domaine si concurrentiel qu'est l'aéronautique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de Air Sénégal et puis sur les réseaux sociaux également, vous pouvez le voir, il y a généralement beaucoup qui dénoncent les retards qui sont notés, les reports des vols et tout ça. Je crois que c'est une belle occasion pour s'arrêter et voir comment aider cette compagnie également à décoller, parce que c'est notre image aussi, Air Sénégal International. Commentaire, on poursuit sur le plateau avec Mamadou Thiam, vous qui nous venez de l'Europe et qui, comme disait tout à l'heure à Lyon, a probablement eu l'expérience de voyager et de voir d'autres aéroports, comment ça fonctionne également et tout ça. Ben, moi, quand je vois ces images-là, moi, ça me choque un peu parce que ce n'est pas les images qu'on voit fréquemment. Surtout, moi, à Paris, quand on entend ça, c'est toujours à l'extérieur. Et moi, quand ça touche mon pays, ben, ça me touche un peu et je me dis, bon, c'est pas un truc que je veux voir se reproduire souvent. Mais voilà, j'espère que les victimes seront aidées au niveau psychologique surtout. Parce qu'une fois que vous subissez ça, ben, pour reprendre l'avion, ça va être un peu compliqué. Absolument. Il y avait de jeunes enfants également sur ce vol-là. Ablaye Gueye. Merci Sarah. Donc j'ai une pensée d'abord pour les blessés. Vous savez, jusqu'à tout récemment, j'avais l'avantage d'être conseiller technique au ministère
du tourisme d'abord et des transports aériens, ensuite du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Donc plusieurs casquettes. Alors, vous me voyez très meurtri par ce qui est arrivé, connaissant tous les efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement dans ce sens. En particulier, donc, vous savez, dans des cas pareils, il y a au niveau de l'aéroport, au niveau du ministère d'air, ce qu'on appelle le bureau d'enquête et d'analyse qui s'occupe de ces aspects-là. C'est le BEA, donc, qui a pris les choses en main et qui certainement va nous donner les résultats. Raison, oui, de cette sortie de piste, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais pour aborder dans le même sens qu'Aline Badara, vous savez que périodiquement, en tout cas, des exercices se font justement pour préparer parce qu'il est évident qu'il n'y a pas pratiquement d'aéroport au monde où il n'y a pas ce genre d'accident. Ce n'est pas fréquent. Et comme il l'a rappelé tout à l'heure, les accidents d'avion sont très rares. D'ailleurs, on dit que le transport aérien est vraiment les transports les plus sûrs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a vraiment pas beaucoup d'accidents. Parce que, vous savez, hein, comme on dit, chez nous, l'avion, quand ça décolle, c'est fini. Hein? Il n'y a pas de truc. Donc, ce qu'il faut, et je pense que les autorités ont bien pris les choses en main. Il y a un communiqué qui est sorti, n'est-ce pas, pour un peu expliquer ce qui a été fait, la prise en charge des malades. Mais comme vous l'avez dit, vous savez, c'est traumatisant hein, quand on participe à ce genre d'accident. Et je pense qu'il faut effectivement prendre en charge psychologiquement les blessés et les gens qui étaient dans l'avion. Il faut les aider. Et pour le reste, vous savez, hein, malheureusement, c'est des gens d'accident qui peuvent arriver. Mais surtout, Transair, il a parlé de Transair. Transair, c'est une compagnie qui était en plein envol. Hein. Vraiment, ils étaient en train de se développer, de faire un très bon travail, de suppléer Air Sénégal. Oui, sur plusieurs destinations. D'ailleurs, ce vol, ils opéraient ce vol pour Air Sénégal à destination de Bamako. J'ai vraiment beaucoup de peine pour ce qui est arrivé, et surtout pour mon ami qui est aussi membre de l'AESA, le directeur des transports aériens, qui s'appelle Omar Kassimoudia, n'est-ce pas, qui est aussi membre, qui a fait ses études en Algérie, qui est membre de l'AESA. Vous voyez que c'est la famille, quoi, et nous sommes vraiment très touchés par ce qui est arrivé. Et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, bien évidemment. Édouard Montero, un commentaire, une réaction? Oui, je ne sais pas si c'est le flair de M. Alioune Badara. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un jeune retraité. C'est un domaine que je connais vraiment pratiquement. J'ai fait toute ma carrière dans l'aéronautique en tant que mécanicien avion depuis Air Sénégal, depuis Air Afrique. J'étais représenté à Air Afrique. Nous sommes bénis des dieux, c'est la grâce de J'aurais dû démarrer, mais tant mieux. Je termine avec vous alors. Ça, c'est l'œil de l'expert finalement. Vraiment, l'expert, mais comme vous avez dit tout à l'heure, le transport aérien reste quand même, je le confirme, le moyen le plus sûr pour voyager. Et je voulais rassurer mon ami qui vient de la France. Et il ne faudra même pas avoir d'inquiétude, vous allez repartir dans de bonnes conditions en France. Si vous regardez bien cet accident, c'est presque la première fois que ça arrive au Sénégal. C'est vrai. Une telle sortie de piste, nous avons commencé l'aéroport de Diass en 97, décembre 2017. Et c'est la première fois que ça arrive aujourd'hui. Si tu compares, quand je dis le moyen le plus sûr, par rapport aux routes, par rapport à quelques moyens de transport qui existent, ça arrive tous les jours. Heureusement pour nous que c'est cette fois-ci que cet incident s'est reproduit au Sénégal. Et heureusement, comme a dit tout à l'heure Sarah, la prise en charge a été effective. Et je confirme, je viens de quitter, je vous ai dit tout à l'heure, jeune retraité, c'est en décembre que j'ai quitté. L'aéroport Blaise Diagne, je connais très bien ces exercices-là, je vous confirme que ça a été toujours, chaque année, on fait des exercices nature, grandeur nature. Grandeur nature. On ferme l'aéroport, on montre qu'il y a une prise d'otage, tous les risques possibles, les incidents possibles. Les incidents possibles, ça a été testé à notre aéroport. C'est pour cela, je ne suis pas surpris que vous dites que ça a été, la prise en charge a été rapide. Il y a eu une réactivité rapide. C'est ce que les gens connaissent au Sénégal, c'est nos expertises dans tous les domaines. Et vraiment,
pour revenir à cet incident, on souhaite prompt rétablissement aux hommes. Pour nous, je suis, comme je vous ai dit, c'est un domaine que je connais, j'étais mécanicien avion à Air Sénégal et c'est là où j'ai pris la retraite. Et je vous dis aussi qu'il ne faut pas que ça traumatise les gens. Ça, vraiment, on va se relever et puis ça va bien se passer. En tant que mécanicien, on n'est pas dans la tête des enquêteurs, on ne sait pas ce que l'enquête va révéler, mais lorsqu'il y a une telle sortie de piste, ça peut être dû à une défaillance de l'appareil ou c'est plutôt du fait de l'homme par rapport à votre expérience? Non, tous les scénarios sont possibles dans cet incident. Donc, comme ça vient de saluer, ce n'est pas la peine de se précipiter et dire que c'est dû à ça. Laissons les enquêteurs. Comme il a dit, le bureau véritable BA, le bureau d'enquête ici et d'analyse, il est vraiment aussi au top. Et ils ont mené des enquêtes ici. Si je me rappelle, il y a un premier incident qui s'était produit à Léopold Sédar Senghor. Et ils ont mené cette enquête à bon port. Et on souhaite que cette fois-ci, ça arrive. Parce qu'ils auront les supports, tous les supports possibles. Ils vont bénéficier de ça pour faire la lumière sur cet incident. Très bien. Vous avez raison de dire qu'il y a eu beaucoup d'exercices de simulation. Je salue également le COUS qui travaille avec beaucoup de cellules pour justement prendre en charge ce genre de situation lorsqu'une catastrophe se produit. Il faut réagir évidemment très très vite. Encore une fois, une pensée ce matin pour toutes les personnes qui étaient à bord de cet appareil-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une petite expérience similaire, mais moi je vous dis, quand on revenait de la CAN, celle qu'on a remportée au Cameroun, et qu'on était là, c'était avec Air Côte d'Ivoire. L'avion est avec... Enfin, je veux dire, comment on dit? On devait atterrir. C'est quoi? C'est les pédales. Tout était prêt pour l'atterrissage. L'avion descend. Tout doucement, on se dit, ah, ça y est, on est arrivé à Abidjan. Et puis, hop, on redécolle. Et on redécolle à 100 à l'heure. Et l'avion fait demi-tour. Je vous assure que vous imaginez, vous dites, ouais, ça y est, on est arrivé. Le pilote va se poser. Il se pose à peine. Et il redécolle. Tout le monde a eu peur. Il fallait voir, les chapelets sont sortis. Tout le monde a commencé à crier. Ça fusait de partout. Les dernières volontés fusaient de partout. Et il y avait tout au fond de l'appareil quelqu'un qui disait, on a un trophée à fêter à Dakar. On doit atterrir à Dakar. Bon, à la fin, heureusement, tout s'est bien passé. On s'est posé finalement. Ils nous ont expliqué qu'on est arrivé un peu trop tôt. Donc la piste n'était pas vraiment prête pour notre atterrissage. Il fallait qu'on redécolle pour revenir. Après, c'est de petits incidents qui vous restent quand même. Mais encore une fois, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr, même si ça donne des palpitations quand on est à l'intérieur de cet appareil-là. 6h56. On va parler un peu foot avant de donner la parole à nos invités sur les différents sujets qui les emmènent sur ce plateau. Le foot, c'est aussi en Europe, finalement, avec les compétitions européennes. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Vous êtes PSG? Ah, vous êtes assis à côté d'un Marseillais. Nous sommes deux, moi je suis aussi. Le PSG, il est sauvé par la présence de c'est chaque année beaucoup d'espoir et au finish, comme toujours, beaucoup de déception. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette demi-finale face à Dortmund à l'aller au retour? Le mental défait. On se pose des questions. Parce qu'il y avait de la place. Le tirage était excellent cette année pour le PSG. Exactement. Après, on est tombé sur du gros et voilà. C'est le mental, c'est l'expérience qui joue à la fin. Ça va, on a perdu 15-0. Si on est en Afrique, moi je vais leur parler des forces occultes, parce que cette chance-là, il faut pas... On ne la comprend pas. Non, on ne comprend pas. On ne la comprend pas. 4 poteaux, ça c'est pas possible. Il y en avait plus, je crois. Voilà, vraiment. Il faut les envoyer dans le bois sacré de nos amis Mancagne. Peut-être que ça va permettre de régler la situation. Mais au-delà du PSG, c'est aussi le cas du Real qui interpelle sur cette Ligue des Champions. Décidément, le Real, c'est quoi leur secret finalement? Parce qu'ils ont des sociétés. Ils ont plusieurs vies. On dirait un chat avec plusieurs vies. Le Real ne meurt jamais. Ils ont un gourou, peut-être, je ne sais pas moi, parce que finalement c'est de l'irrationnel. C'est le domaine de l'irrationnel. Comment cette équipe parvient toujours à s'extirper de difficultés, et à renverser la vapeur, à s'imposer, toujours au finish. Bon. Finalement, c'est bluffant. Voilà, moi, j'en permets mon latin. Comme un bon culé, un bon catalan, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Même si quand il y a un fait de jeu, avec ce but injustement refusé au Bayern, je pense que là, l'arbitre, quand même, il allait trop vite. Alors, d'autant plus que c'est pour cette raison-là que la VAR a été
instauré dans le football, de laisser les actions se poursuivre et après de revenir maintenant pour voir s'il y a hors-jeu ou pas. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et malheureusement, souvent, si on cumule un peu l'ensemble de ces erreurs d'arbitrage, généralement, ça profite au Real. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Le Real serait-il l'équipe de l'establishment? Voilà la question que l'on se pose. Oh là là. C'est ce qui se disait pour Barcelone. Hein. Non, mais vous savez, sur cette action-là, les gens sont en train de faire une erreur. Oui. L'arbitre avait sifflé avant le but. C'est ça. Et quand l'arbitre siffle avant le but, la VAR n'intervient pas. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis, il fallait qu'il laisse l'action se poursuivre pour voilà, voir s'il y avait hors-jeu ou pas. D'autant que c'était pratiquement dans la surface ou bien... Mais s'il est convaincu qu'il y a... Mais s'il est convaincu, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas hors-jeu. Oui, mais bon, je veux dire, dans l'action, dans la lecture du jeu, dans l'action, il peut se dire que ça y est, c'est bon, c'est hors-jeu. Souvent, l'arbitre, il va toujours laisser... En général, laisse l'action se dérouler. Laisse l'action se dérouler et à la fin, même... Et souvent, quand c'est raté à la fin, on dit, mais pourquoi il n'a pas sifflé avant? Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est, comme vous avez dit, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Le Real, même quand vous le menez 3-0, 4-0, ils se disent qu'ils vont gagner à la fin. Et à la fin, ils gagnent. Mais c'est comme ça, c'est le mental. Non, c'est le mental. Et ensuite, mais regardez le Real jouer cette année. Moi, je ne suis pas du Real. Moi, je suis de Stade de Mbour. C'est ça. Alors, quand vous voyez le Real jouer, non, vous sentez vraiment une confiance. C'est l'histoire. C'est l'expérience peut-être aussi. Oui, finalement, c'est l'expérience aussi. Non, mais c'est parce qu'ils ont une... Bon, Mbappé, il va au Real. Je pense que le fait qu'ils aient gagné déjà 14 fois avec des champions, ils partent avec... C'est pas grave si on la perd, de toute façon, on l'a déjà 14 fois. Le Paris Saint-Germain, ils partent avec, on l'a jamais gagné. Il faut qu'on la gagne cette fois-ci. Donc, arriver, les joueurs, ils se disent, on a des supporters qui nous attendent, il faut la gagner. Alors mais le PSG a tout essayé, hein. Même Messi, c'est pas passé. Messi, Neymar, ils n'ont pas joué sur le collectif, ils ont joué sur les stars, sur l'image. Là, cette année, c'était la transition. Et j'espère que l'année prochaine, ça va être le côté collectif, etc. Avec le départ de Mbappé, ça va aller. Oui, j'espère que ça va libérer un peu les joueurs. Non, souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. On peut gagner sans les grosses stars. Oui. Ça, c'est sûr. Mais en revenant au Real tout à l'heure, il bénéficie de beaucoup de choses, de l'établissement. Ça, c'est des Barcelonais qui parlent. Barça et le Real, c'est tout. On sait que le Real, c'était l'équipe de la Cour royale. Ils ont eu tellement d'avantages par le passé. Mais vous savez, le football... Ça se perpétue toujours d'une certaine façon. Le Bayern aussi n'est pas très en forme cette année, quoi. Ils parlent de Kane, ils disent que Kane, c'est la malédiction du Bayern. Le chat noir. Ah bon? Peut-être. Parce que le Bayern a toujours gagné. Harry Kane est arrivé et puis... Alors qu'il était venu pour gagner enfin quelque chose. Et il est meilleur buteur. Il ne gagnera rien à la fin de la saison. Comme quoi, il y en a qui doivent faire un tour chez nos amis Mancagne. Qui porte la poisse finalement. Qui sait? Peut-être que c'est Harry Kane qui est à la base de tout finalement, ça sort du domaine du rationnel. L'affaire du Qatar Saint-Germain, là, il faut savoir qu'on a des griots, au Paris Saint-Germain, on a des griots, ce sont les Marseillais. Ils aiment bien nous raconter notre histoire. Mais ils ont encore un tour à jouer, les Marseillais. Non, ils sont éliminés. Ah, j'ai pas suivi. Éliminés aussi? Les Parisiens sont tout contents. Non, attention. Combien? 3-0, ils ont pris 3-0. Mais attention, si on fait le bilan comptable de ces deux matchs, on a un point au moins. Eux, ils ont combien? 0? Non, mais... Avec tous les milliards qu'ils ont. Mais ils ont perdu 1-0, quoi. On a perdu 3-0, ça... On a perdu 1-0 et... L'outsider. Mais attendez, c'est que les gens négligeaient un peu, sous-estimaient un peu l'Atlanta Bergame. Mais il ne faut pas oublier qu'Atlanta a battu Liverpool 3-0. C'est ça. Et que le Paris Saint-Germain a battu. 7h02. Dans tous les cas en France, cette année, il n'y aura pas de Coupe d'Europe. C'est fini. Les rêves, il faut les oublier. Il faut penser à l'année prochaine. 9e demi-finale européenne, ou bien 8e, malgré la faiblesse de nos moyens. Allez, 7h02. Marseille a des moyens. Je vais refermer cette parenthèse sur les compétitions européennes. Plus de pétrole et de gaz, 50 ans sans fond.
Il n'y a pas photo. Tout ça pour se faire éliminer par Dortmund. Vous prenez du quinquilibre, c'est Allez, je referme la parenthèse, il est déjà 7h03. On va donner la parole à nos invités et puis on reparlera du foot, mais cette fois-ci chez nous, dans nos stades, avec cette violence qui commence à s'inviter également dans la Ligue 1. Lors des derniers matchs, on a vu, on n'a pas apprécié du tout. On va revenir évidemment sur cela aussi, histoire de continuer à sensibiliser, à attirer l'attention des uns et des autres sur ces faits-là. Le sport, c'est avant tout le fair play et surtout le foot. Rubrique invitée. Ah, bah, la réalisation m'envoie les images maintenant. Eh bien, pourquoi pas. Voilà, ça c'était, si je ne me trompe, Génération Foot. Jaraf Tenguet qui jouait. C'est le dernier match. À la fin, justement, il y a eu des incidents, malheureusement, qui ont été dénoncés. Bon, ça part toujours parfois des faits de jeu. L'arbitre a bien arbitré, pas du tout, etc. Mais généralement, c'est les arbitres qui sont souvent menacés dans cela. Et comme je disais tout à l'heure, le sport, c'est avant tout le fair play. Il y a 3 résultats possibles, où on gagne, où on perd, où on fait match nul. Il faut absolument que l'on arrive à sensibiliser les dirigeants de clubs et les supporters également, et sanctionner aussi. Je crois qu'on en est là aujourd'hui, n'est-ce pas, à Blaye? Il faut sanctionner. On a vu des images graves quand même. Oui, c'est dommage. Aujourd'hui, je viens au nom de l'ASA, mais je suis vice-président à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et si je vous égrenais ici toutes les sanctions qui sont prises contre ces équipes, aujourd'hui, sur ce match-là, non, ce n'est pas sur ce match, sur les anciens, les matchs antérieurs, où il y avait des incidents, mais les équipes ont été très lourdement sanctionnées. Depuis l'année passée, la Ligue sénégalaise de football professionnel prend des sanctions très dures, très rigoureuses, vraiment contre ces incidents-là. L'année passée, si vous vous rappelez, le stade Alassane Djigo de Pikine, le stade de Guédiawaye, tous ces stades ont été fermés à la fin du championnat parce qu'il y avait des incidents. Et des amendes très lourdes ont été prises contre ces équipes. Mais la situation... Cette année, c'est la même chose. Oui, en fait, vous savez, sur ce match-là, par exemple, les incidents se sont passés en dehors du stade. Ce n'est pas durant le match que cela s'est passé. À la sortie, les gens étaient un peu frustrés. Il y a eu des jets de cailloux et trucs. Et malheureusement, la sécurité a intervenu et ça a un peu dégénéré. On a vu à un moment un président de club aller carrément menacer les arbitres aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas admettre. Et ces dirigeants-là aussi sont sanctionnés. Quand un dirigeant... Parce que vous savez comment ça marche au football. Parce qu'il y a, il y a les commissaires de match qui relatent tous les faits du jeu. Et quand le commissaire il fait le truc, il y a une commission de discipline qui statue sur ces événements-là. Et c'est cette commission qui prend les sanctions. Et si l'équipe n'est pas d'accord, l'équipe peut faire recours. Hein. Mais en tout cas, ce qui se passe cette année, vous savez, la Ligue sénégalaise de football professionnel est en train de faire sa revue. Aujourd'hui, nous avons cette année introduit un règlement administratif, mais qui est très dur en l'encontre de ces violences et des pratiques mystiques dont les gens parlaient. Aujourd'hui, sur les matchs-là, vous ne voyez plus pratiquement pas de pratiques mystiques. Parce que même si quelqu'un nous montre des images où il y a des pratiques mystiques, où il y a des choses pas recommandables, mais les sanctions tombent. Hein. Et vraiment, ça, il n'y a pas de... On connaît généralement les clubs qui sont habitués à ces violences-là, qui sont pointés du doigt. Quand le Jaraf joue, généralement, on a peur. Il y a Pikine également. Quand on joue à Guédiawaye, dans la banlieue également. Donc, je veux dire, on connaît à peu près les acteurs, je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la donne change? Parce qu'on a sanctionné, on a sensibilisé. Il faut... Oui, je vais vous donner l'exemple entre ces deux équipes, les deux équipes que vous avez citées, la Jaraf et Pikine. Aujourd'hui, cette année, par exemple, par des mesures préventives, quand Pikine venait à Dakar jouer contre le Jaraf, mais les supporters de Pikine ne sont pas venus. On avait dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent parce que justement c'est source de violence. Au retour aussi, c'est la même chose qui s'est passée. Les supporters de Jaraf ne sont pas allés à Pékin. Et ça, on l'a vu, hein, ça se passe par ailleurs en Europe et ailleurs. Je pense que Paris-Marseille, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour certains matchs, on interdit aux supporters de Marseillais d'aller à Paris. Vous savez, on essaie de prendre des mesures. Mais ce n'est pas facile, c'est pas évident. Surtout en fin de championnat où les enjeux sont là, et là, ça devient encore beaucoup plus prégnant, mais on est en train d'avancer petit à petit, et on essaie de trouver les mesures, de prendre les sanctions idoines, pour que, en tout cas, la violence s'estompe vraiment dans le football sénégalais. Moi, je pensais, excusez-moi, ce que Sarah disait tout à l'heure, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, il faut que le public, il faut que les entraîneurs, il faut que les dirigeants intériorisent ce que vous avez dit tout à l'heure là, que le football, il y a 3 choses.
tu perds, tu gagnes ou tu fais match nul. On met l'accent dessus jusqu'à si tout le monde accepte ça, je pense qu'on pourra diminuer cette. Mais comme il a dit tout à l'heure, c'est difficile, c'est dans tous les pays du monde, mais chacun doit faire ce qu'il doit faire pour qu'on puisse. C'est des choses vraiment regrettables, vraiment. Surtout pour le dirigeant, pour le petit peuple, c'est encore compréhensible, mais un dirigeant au haut niveau qu'on voit aller menacer l'arbitre, ça c'est... Mais la sanction tombe immédiatement. Oui, avec des amendes lourdes, il est interdit de bord de touche. Il est sanctionné. Il est interdit de stade. Et il est interdit. Il y a une amende. Non seulement il y a une amende, mais il est interdit de bord de touche si c'est un dirigeant et de stade si c'est un supporter. Et c'est là, on prend des sanctions. Bon, j'espère que... Ce sera le cas également pour cette fois-ci. J'espère que la Ligue aura le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique, parce que les images accablent une autorité quand même qui n'est pas n'importe qui dans le landerneau footballistique du Sénégal, parce qu'il a été quand même le ministre de tutelle du football, le ministre des Sports. On voit très bien les images, on peut même vous les remontrer si vous voulez, avec l'aide de la réalisation. Il était directement par des menaces verbales pointant du doigt le corps arbitral. C'est ça. C'est vraiment un très mauvais signal. Et ça fait des jours, on ne voit pas une réaction vraiment hardie de la Ligue. Là, on n'est plus dans la diplomatie parce qu'il ne vous donne plus le choix. Je crois qu'aujourd'hui, la Ligue devrait se fendre de communiquer. Mais le communiqué est déjà sorti. Déjà, et deuxièmement, également, que la sanction soit clairement établie. Le communiqué est déjà sorti. Mais vous savez, en termes de sanctions, c'est comme ce qui se passe tout à l'heure quand on parlait de sortie de piste de le truc. Les gens ne prennent pas des mesures hâtives. C'est-à-dire, on attend tous les rapports. On prend ces rapports, on les analyse. Ensuite, on prend les mesures qui s'imposent. D'abord, si c'est des mesures conservatoires qu'il faut prendre, on les prend. Maintenant, si c'est des mesures disciplinaires, ça c'est la commission de discipline qui prend ces mesures-là. Ce n'est pas au bureau ou à la Ligue de prendre des mesures par rapport à des mesures conservatoires. On vous attend sur ce dossier-là, véritablement. 7h10, on va passer à la première partie de la rubrique invité. Merci, messieurs, pour tous ces commentaires ce matin. On avance juste après ceci. Bien, on y va. Alors, on va commencer. Il semble un peu, voilà. Vous touchez partout là. C'est dû à son CV également aussi fort. On va démarrer avec vous finalement, vice-président de l'association des anciens étudiants et stagiaires sénégalais en Algérie. C'est d'ailleurs le sujet qui vous emmène sur ce plateau ce matin. Mais absolument. Merci je ne voulais pas que mes amis se fâchent en disant que je suis dans son groupe favori. Parce que tout le monde sait que je suis un fan de sport, de football. Alors ça, c'est mon dada. Alors maintenant, par rapport à l'ASA, l'Association des anciens étudiants et stagiaires sénégalais en Algérie, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que c'est une association qui a été créée en 1991 par des personnes qui ont été des ingénieurs, des techniciens, des cadres qui ont été formés en Algérie, n'est-ce pas? Revenus au Sénégal, ils ont senti la nécessité de créer cette association, n'est-ce pas, pour renforcer les liens entre le Sénégal et l'Algérie, pour aider les diplômés à s'insérer, pour raffermir les liens entre ces personnes-là. Et ensuite, servir de creuset de réflexion sur les sujets d'actualité au Sénégal. Parce que vous savez, depuis 1991, quand même, beaucoup d'encre a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, il faut dire que l'Algérie est, à part la France, le pays qui a formé le plus de cadres sénégalais. Aujourd'hui, quand vous prenez le domaine des transports, par exemple, tous les directeurs sont sortis des écoles algériennes. Vous l'apprenez, hein? Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de cadres sénégalais formés en Algérie. Voilà. Donc, c'est le cas. Ils sont partout. Ils sont dans les banques, ils sont dans la médecine, ils sont dans les BTP, ils sont dans les transports, ils sont dans l'aviation. Je viens de vous dire que le directeur des transports aériens, c'est un ancien membre. Le directeur des transports terrestres, c'est un ancien membre, etc. Voilà. C'est un peu comme par rapport à la question migratoire aussi. On parle beaucoup d'Europe, mais en Afrique, d'un pays à l'autre, il y a beaucoup de mouvements migratoires également. Qui parle de l'Algérie pense d'abord à hydrocarbures, parce que tout le monde sait que l'Algérie aussi, c'est le plus grand pays africain, producteur de gaz naturel, le gaz dont on parle tant, voilà, etc. Donc voilà, cette année, comme nous le faisons chaque année, on organise des assemblées générales. Mais à côté des assemblées générales, on organise aussi des assemblées de haut niveau sur des thèmes d'actualité. On l'a fait sur les lumières des villes, imaginez-vous, comment éclairer les villes. On l'a fait sur les inondations en 2005-2006, quand il y avait les inondations ici à Dakar. On a fait des recommandations que nous avons données aux autorités, et vraiment fait par des experts de très haut niveau. Cette année, on a choisi un thème qui porte sur l'agriculture, source de richesse et d'emploi, et quelles sont les réformes qui s'imposent pour justement atteindre ça. Parce que depuis 1960,
tenez-vous bien, les gens parlent de plan pour l'agriculture. Aujourd'hui, la terminologie a changé, on parle de souveraineté. Souveraineté alimentaire, mais tout le monde sait que pour avoir cette souveraineté, il nous faut cultiver en fait ce que nous mangeons. Ce que nous consommons, il nous faut les produire ici pour avoir cette souveraineté. C'est ça, donc, mais derrière ça, il y a les corollaires. Quand on cultive, il y a la richesse et il y a l'emploi. Parce que l'emploi aussi est un secteur prégnant pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec notre jeunesse. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, qui est un thème d'actualité, sur lequel donc nous plaçons sous la haute présidence du ministre de l'Agriculture et de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, qui seront nos invités d'honneur, qui sera introduit aussi par un éminent spécialiste, un expert de renommée internationale, qui est aussi membre de l'AISA, Dr Idrissa Doucouré, qui est le président du Conseil mondial des investissements et des affaires, n'est-ce pas? Et il y aura aussi tous les acteurs de la chaîne de l'agriculture qui sont là pour parler de ce thème. Et ça, ce sera la deuxième partie de notre Assemblée générale ordinaire, sur laquelle nous allons parler des activités de l'AISA proprement dites. Alors, quand on parle de souveraineté, agricole, alimentaire, alors l'Algérie serait-elle le bon modèle pour le Sénégal, quand on sait quand même que c'est un pays qui est très dépendant de sa production gazière, et ça, on le reproche même aux autorités algériennes, de ne miser que sur le gaz, parce qu'ils ne diversifient pas trop leurs sources de revenus. Vous savez, l'Algérie est l'exemple type d'un pays qui est en train de faire ça. Mais l'Algérie, aujourd'hui, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Les gens ne le savent pas. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Ouais. Et c'est le pays qui a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire dans les domaines du commerce et qui est en train de les corriger. Voilà. Qui a nationalisé. Qui a nationalisé. Ouais. Aujourd'hui, qui est en train de développer des externalités du pétrole et du gaz. L'Algérie est en train de modifier fondamentalement son pays. C'est pourquoi, d'ailleurs, mais si vous suivez l'actualité, les relations qu'il y a entre le Sénégal et l'Algérie, mais l'Algérie est en train de faire des choses extraordinaires au Sénégal. L'Algérie a créé une liaison maritime entre Dakar et Alger, direct, chaque semaine. Ah oui? L'Algérie a ouvert une banque ici. C'est pour le fret ou bien pour le... Pour le fret. Pour les passagers? Pour le fret. Pour le fret, okay. Pour le fret et les passagers. Ah oui, ça, ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Vous ne savez pas non plus. Air Algérie est l'une des plus grandes compagnies africaines. Et Air Algérie au Sénégal, je pense, depuis 1974. Oui. Toutes les semaines, il y a des vols entre Dakar et Algérie en direct. Vous savez, l'Algérie, c'est un pays qui est discret. Et très ouvert également vraiment à l'Afrique subsaharienne. Et pourquoi ils le font? Ils le font par devoir. Ouais. Ils disent qu'en fait, quand ils étaient dans des difficultés, les pays africains, surtout le Sénégal, a beaucoup contribué à leur indépendance. Oui. Voilà. Et eux, en retour, ils le font comme ça. Je pense que, en fait, vous savez, hein, il y a des choses qui nous dépassent à notre niveau. Mais nous, notre rôle en tant qu'étudiants, stagiaires sénégalais en Algérie, et l'Algérie est notre seconde nation parce que l'Algérie a fait de nous, en fait, nous a permis d'avoir ce que nous... Et certains sont revenus avec des Algériennes comme épouses? Bien sûr, absolument. Non, pas moi, mais... J'imagine bien. C'est bien. Toujours pour raffermir les liens. C'est raffermir les liens. Il y a un ambassadeur qui était là, Ben Amara, qui disait que... C'est la réputation des Sénégalais. Je sais. C'est pourquoi je taquine nos amis de la SA. Mais en fait, il nous disait qu'en fait, pour soutenir les relations politiques, il faut des relations économiques fortes. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs parmi nous, les anciens étudiants, mais qui travaillent avec l'Algérie. Et c'est pourquoi, donc, c'est important, nous, en tout cas, nous faisons le devoir de raffermir les liens entre le Sénégal et l'Algérie. Sachant qu'aujourd'hui, au Sénégal, il faut le dire malheureusement, c'est ça, nous avons plus intérêt dans ces relations parce que nous pouvons bénéficier de l'expérience dans le domaine du gaz. Moi-même, j'ai fait des stages dans des usines de gaz naturel liquéfié. C'est pas pour se vendre, hein. Non, écoutez, c'est ça, hein. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ils sont en avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est le thème d'actualité ici aussi, le gaz naturel. Mais l'Algérie est à des milliers de lumières. Et le premier client de l'Algérie sur ce truc-là, ce n'est pas l'Europe, hein. C'est les États-Unis. Et il y a des pipelines qui quittent l'Algérie pour aller aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays, en fait, un peu méconnu des Sénégalais. Mais c'est un pays qui fait beaucoup de choses et qui a fait beaucoup de choses pour le Sénégal. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En tout cas, par rapport à la gestion de ces ressources gazières, quand même, c'est un bon modèle en Afrique. Hein. Quand on parle de la malédiction du pétrole et du gaz, en Algérie, ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Parce que c'est un pays qui a réussi quand même à retrouver, en tout cas, à reprendre le contrôle de son gaz. Et ça n'a pas été facile. Et
ils ont su quand même voilà, réussir ce pari-là. Pourquoi pas le Sénégal, qui pourrait s'inspirer de l'Algérie? Je pense que le président de la République était tout dernièrement. Macky Sall, avant son départ. Avant son départ, il est passé là-bas. Ils ont signé des accords. Je pense que les gouvernants, les non-autorités actuelles, se passeront sur ces relations qui peuvent beaucoup nous apporter. Alors, on voit aussi que malheureusement, c'est vrai, hein, voilà, tout n'est pas rose aussi pour nos frères noirs établis en Algérie, surtout dans cette partie du continent. Quand il y a une certaine montée du racisme, surtout anti-noir. On le constate, cela. Est-ce que ça ne pourrait pas un peu refroidir les ardeurs d'étudiants sénégalais, des étudiants sénégalais qui voudraient continuer leurs études en Algérie? Est-ce que vous sentez une réelle volonté des autorités algériennes quand même pour gommer cette image qu'on tend aujourd'hui à coller à cette partie du continent? Qu'est-ce que cela vous inspire en tant qu'ancien étudiant? Mais c'est vrai que c'est vraiment frustrant de voir que les gens sont en train de comprendre. Même pour nous qui avons fait, et puis dans des périodes autrement plus compliquées à l'époque, c'était beaucoup plus dur, parce que l'Algérie n'était pas un pays aussi ouvert qu'actuellement. Nous savons qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine. Parce que ça aussi, il faut le comprendre. L'Algérie, c'est un pays qui s'est battu pour obtenir son indépendance. Et en Algérie, en fait, il y a ces deux peuples-là. Au sud, c'est plus les Noirs. Au nord, c'est les Arabes. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Des fois, on en parle. Mais en réalité, on ne le sent pas quand on est là-bas, en tout cas. Les étudiants, aujourd'hui, en tout cas, ils sont très, très bien traités. Et je sais que le gouvernement algérien fait tout ce qui est en son possible pour éradiquer cette image qu'on lui colle, parce qu'en fait, c'est pas une... Et ça ne concerne pas que l'Algérie, hein, tous ces pays du Maghreb. Bien sûr, c'est une La Tunisie surtout. L'Algérie. Mais la Tunisie, tout le monde sait que la Tunisie, c'était le pays le plus ouvert du Maghreb. Un pays très touristique, parce que quand on parle de tourisme, on parle de brassage. Vous voyez, la Tunisie. Mais vous savez, à travers certaines épreuves, les peuples ont tendance à se renforcer. C'est comme en France, aujourd'hui, la montée du Front National. C'est-à-dire que les peuples, des fois, et comme au Sénégal, hein, attention, comme au Sénégal, des fois, on voit des velléités mais ça ne prospère pas, ça ne peut pas prospérer. Parce qu'aujourd'hui, avec le brassage qui se fait sur le plan mondial, je pense que c'est des phénomènes... Mais le cas de la Tunisie, quand même, il y a les autorités aussi qui, malheureusement, avec quelques déclarations, des déclarations malheureuses. Malheureuses, le président, tout à fait, mais politiques. Et pourtant, le président, c'est un universitaire. Donc, a priori, quelqu'un qui devait avoir dépassé. Mais vous savez, je vous dis, c'est le contexte. Des fois, c'est malheureusement la politique qui vient s'intégrer ou s'insérer dans ces trucs. Et les gens, pour servir d'exutoire au truc, ils pointent du doigt les autres. Malheureusement, c'est ça. Qu'est-ce que l'association fait aujourd'hui, justement, dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays? Et comme disait Alioune tout à l'heure, essayer de policer un tout petit peu cette image et accompagner probablement les autres étudiants qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens? Ce que nous faisons concrètement, d'abord, et le plus important, c'est l'insertion des diplômés. Vous savez, il y a beaucoup de diplômés qui viennent d'Algérie et qui sont ici. Quand ils viennent ici, donc l'association, en fait, fait de telle sorte que ces gens-là trouvent du travail. Des stages d'abord et du travail ensuite. Donc ça fait partie de notre rôle. Dans un autre point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie a ouvert une banque ici. Donc, depuis 2006, on a pensé qu'effectivement, pour développer les relations entre le Sénégal et l'Algérie, il fallait sous-tendre ça par des relations économiques. Et aujourd'hui, on touche du bois. Vraiment, l'Algérie a suivi ces trucs et a ouvert une banque ici qui va faciliter les relations. Parce que ce que nous faisons aussi au niveau de l'ASS, c'est que parce qu'ici, il y a une communauté algérienne qui est très forte. Vous connaissez des compagnies, je ne veux pas faire de la publicité, mais il y a beaucoup de compagnies algériennes ici qui travaillent. Et franchement, l'association est là donc, pour aussi faciliter l'intégration de ces sociétés-là dans le tissu économique du Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs, à travers le thème que nous avons choisi, nous avons invité les autorités algériennes pour qu'ils nous montrent ce que l'Algérie a fait dans ce sens, mais aussi pour permettre à nos entrepreneurs agricoles de pouvoir bénéficier des financements de la banque qui est là. Oui, parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont dans ce secteur d'industriels et nous voulons simplement que, en tout cas, le brassage soit facile et que les gens trouvent par ailleurs des financements et d'autres qui... Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Guéant. Ça a été un plaisir. Oui. Et avant la fin, on reviendra quand même sur voilà, votre club de cœur, le Stade de Mour. Hein. Voilà, mon autre club de cœur aussi. Ah ouais, mais bien après la Ligue de Saint-Louis. Je vois que tu m'avais attaqué d'abord avec la Ligue. Non, mais sur le plan hiérarchique, c'est d'abord la Ligue, le Casa Sport. Mais ça, on le comprend. Parce que Saint-Louis a été la capitale du Sénégal. Du football. Et la Ligue a bénéficié de ça. Mais quand on parle de sport, proprement dit, aujourd'hui, Mour est la deuxième ville économique, ville sportive. C'est vrai, il y a beaucoup de clubs. Et d'ailleurs, je pense que quand même, il serait temps de réfléchir à fusionner peut-être certains clubs. Oui, mais les stadistes ne voudront jamais. Et ça, je les comprends également. Parce que c'est le club historique. Oui, mais les autres doivent s'aligner au Stade de Mour. Aujourd'hui, le Stade de Mour, c'est un club qui est né en 1960. 1960, un club qui a été créé par, tenez-vous bien, les plus autorités sénégalaises de l'époque. Léopold Sédar Senghor, les Demba Diop, mais vraiment, c'est un club historique. Un club qui a beaucoup d'histoire. Restez en plateau avec nous. On en reparlera avant la fin de cette émission. Même si nous n'oublierons jamais l'élimination devant la Ligue, la demi-finale de la Coupe du Sénégal, la remontada, avec ce but de Guissé en 92. Il ne retient que les bons moments avec la Ligue. Excusez-moi, avant de terminer, je voulais juste rappeler, je ne sais pas, je voulais rappeler qu'en fait, cette assemblée générale se tiendra demain, samedi 11, dans un hôtel de la Plage. Je ne sais pas si je peux le citer. Il n'y a pas de souci. C'est à la résidence Mamoun. Ce sera à partir de 17h. On va commencer par l'Assemblée générale ordinaire avec nos membres. La deuxième partie, ce sera l'Assemblée de haut niveau sur l'agriculture, source de richesse et d'emploi, quelle réforme il faut. Voilà. On fera un rappel avant la fin. C'est ce que j'allais dire. On vous redonnera la parole avant la fin pour revenir sur le programme de cette Assemblée générale. On poursuit, il est 7h24. Ou bien on va souffler un tout petit peu en musique. On se retrouve dans un petit moment. Restez avec nous. Voici le clip du jour. Je ne sais pas si je vais trop vite pour la réalisation ou pas. Hein. Moi, j'ai pensé clip du jour. Ou sinon, invité 2 tout de suite, mon cher Francis. Qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième invité. Très bien, on y va alors. Eh bien, tout simplement, on va... Voilà, il fait ça à son autorité, voilà, à son père. On va donner la parole maintenant à notre deuxième invité, Édouard Montereux, qui est en plateau avec nous. Vous êtes le vice-président du comité de pilotage du premier festival Mancagne Ficma Boula. Voilà. Ça veut dire Ficma Boula, c'est le festival international culturel Mancagne. Boula, maintenant, c'est là où nous faisons le festival, qui est le fief, le siège de notre royauté. Je pensais que c'était une expression qui voulait dire quelque chose. Finalement, c'est un acronyme. Très bien. Merci d'être sur ce plateau avec nous. En tout cas, je lui tire mon chapeau pour cette belle tenue qui honore la culture mancagne et au-delà, toutes les cultures africaines. Merci pour cette authenticité. C'est important que l'on soit authentique, que l'on puisse quand même préserver nos us et coutumes. Et quand on parle de cela, on peut vraiment donner une belle fleur à la communauté mancagne, une communauté qui se bat beaucoup pour la préservation quand même de son patrimoine et de sa culture si riche. Mais généralement, des gens comme moi font la confusion avec d'autres communautés. Mancagne, Diago. Alors, Manjac plutôt. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de la communauté mancagne? Ce serait l'occasion pour vous, peut-être certainement, de nous revisiter un peu votre histoire. Merci. En quelques lignes, on va le dire. Voilà. C'est même l'objet de notre festival aujourd'hui. Je vais revenir un peu plus tard sur le contexte, pourquoi ce festival. Mais maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est notre cri actuellement. Nous faisons ce festival pour, d'abord, sur le plan international, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, pour que les gens ne nous confondent plus. Des fois, ils nous disent Ndiago, des fois, on nous dit Diola, parce que nous sommes du même point. De la même zone. Maintenant, nous voulons revendiquer cette mancagnité et puis l'affirmer devant tout le monde et faire porter ce message-là au peuple sénégalais et tous les peuples des 3 pays qui font là où on a la plupart de notre communauté. Nous voulons, à travers ces pratiques que nous allons vous dire tout à l'heure, ensuite, à travers beaucoup de choses, montrer aux gens qui est le Mancagne et quel est le point, quel est l'avantage de connaître cette communauté Mancagne. Alors, nous sommes un peuple uni, disons,
voilà, unie, mais dans sa diversité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous en termes d'apport, de plus-value dans notre culture? Dans la culture, ici, au Sénégal, vraiment, nous sommes... Vous avez déjà un roi. On a déjà... Qui est reconnu par toute la communauté mancagne. Effectivement. Que l'on soit à Paris, voilà, Ziguinchor, Dakar, on reconnaît son autorité. Ça, déjà, c'est un fait. C'est un fait. Et ça a disparu chez les Wolof, par exemple. Vraiment. Voilà. Et vous l'avez préservé. C'est ce que nous voulons inviter les peuples africains à revenir à l'authenticité, comme disait Mobutu avant, mais peut-être pas dans la même configuration. C'est-à-dire, en Afrique, il ne faut pas qu'on laisse nos valeurs africaines. C'est sur ça qu'on doit se baser pour le développement de l'Afrique. On ne peut pas se développer en ignorant la culture ou bien en se développer en respectant la culture de l'autre. Ça va du tout. La culture est au début et à la fin de tout pour le développement, y compris même vestimentaire, comme vous avez dit tout à l'heure. Il n'est pas normal que dans nos pays, on se met peut-être, je ne vais pas tirer, je ne vais pas taquiner mon ami, en Afrique. Mais nous sommes ouverts. Non, c'est dans le... Il se met souvent en tenue traditionnelle africaine aussi. C'est normal. Je suis votre avocat. Non, c'est pour vous dire qu'en Afrique, dans le pays, un paysan, il ne va pas se mettre en cravate, il fait chaud dans le pays. Donc restons dans ce que nous avons. Et on va valoriser ça en faisant par exemple la promotion du pagne, en promotion de... Et ça va vers la même chose que dans l'agriculture tout à l'heure, ça va nous obliger à aller vers la culture du coton ou pour qu'on fabrique et qu'on utilise ce que nous avons de bien en Afrique. C'est pas la peine d'aller importer ça ailleurs parce que les autres ne le font pas et veulent que nous on laisse ce que nous avons pour aller les suivre. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas maintenir. Donc pour revenir aussi à la communauté Mancagne, on a donné beaucoup à tous nos pays. Le Mancagne, il est reconnu comme un gars honnête, travailleur. Et c'est ça que nous voulons que les gens reconnaissent à ce peuple-là. Et surtout pour avoir un bon peintre, il faut qu'il soit Mancagne. Vraiment. S'il n'en est pas, donc, il faudrait être un piètre peintre. Voilà, ça on le dit. Hein. Voilà, mais c'est admis par tout le monde. Hein. Attends, parce que c'est des artistes. La communauté capverdienne aussi, hein, on dit souvent. Bon, ils ont certaines acquaintances avec les Mancagnes, c'est normal aussi. Hein. Quand on retrouve les patronymes, par exemple, et moi c'est sur cela que j'allais aussi vous interpeller, sur les patronymes, Montero, on a l'impression qu'on est, en même temps je parlais du Cap-Vert. L'influence lusophone aussi. Exactement. Voilà, c'est même ça qui est l'objet de notre festival. Il faut qu'on retourne, que nous, moi par exemple, je m'appelle Montero, mais mon nom à Mancagne, c'est Kwadi, Bahiloko Kossa. Et il faut que, c'est-à-dire on a été avec la colonisation qui a fait tellement de malheur dans certains pays, dont dans notre zone là-bas, ça a été plus accentué de l'autre côté. Mais il faut que les gens maintenant reconnaissent que ça, ce n'est pas nous. On nous les a imposés. Et aujourd'hui, qu'on a étudié, on sait, on ne sera jamais, quand je suis monté, je serai jamais portugais. Mais on a fait croire à nos parents que c'est une source de valorisation. Ça n'a aucune valeur. Mieux vaut revenir à nos valeurs propres africaines. Donc, ces noms-là, nous insistons la population à revenir. Et c'est pour ça le Mancagne. Dès que tu es petit, on va te donner un nom Mancagne. Parce que ce sont nos parents qui nous avaient inclus dans ça. Mais les choses à l'état civil. C'est un peu plus difficile. Mais Montero, c'est le nom de famille ou c'est le... Oui, c'est le nom de famille. Mais le nom de famille, vous voulez vraiment le changer Bon, maintenant, c'est plus compliqué. Mais il faut au moins dans l'esprit que les gens le savent. Et même dans les prénoms, c'est-à-dire dans les prénoms. J'ai dit que c'était des choix qui étaient imposés aux ancêtres pour faciliter les choses dans les cultures, à l'état civil et tout. Mais ils connaissent bien leur véritable nom africain. Mais maintenant, nous, le Mancagne, malgré ça, on est resté authentique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans nos pratiques, depuis le 15e siècle jusqu'à présent, on maintient ces pratiques-là. Et nous remercions le Sénégal qui nous a vraiment accompagnés dans ce sens, en reconnaissant, par exemple, la langue mancagne est codifiée comme 8e langue officielle du Sénégal, en l'inscrivant nos us et coutumes. Par exemple, quand tu vas dans le cadre de nos funérailles, c'est reconnu comme patrimoine immatériel du Sénégal. Et donc, c'est ça. Nous pratiquons les mêmes, nous faisons pas les mêmes pratiques depuis jusqu'à présent. Parce que nous,
surtout, je vais revenir après sur le thème de notre conférence, la mort. Nous, en Afrique, on dit le mort n'est pas mort, comme on l'a dit. Donc les autres, ils nous ont fait croire autre chose, mais c'est pour cela, nous, en Mankagne, on veut que les gens retiennent ce que nos ancêtres nous ont transmis depuis des siècles jusqu'à présent. Et nous, il n'est pas normal qu'à notre époque où on peut bénéficier de beaucoup de support pour pouvoir les faire conserver, que ça disparaisse à notre tour. Alors, pour que ce festival soit vraiment inclusif, vous êtes présent vraiment dans pratiquement tous les pays de la sous-région, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau surtout, le Sénégal naturellement, la Gambie. Est-ce que ces pays-là seront de la partie? Effectivement, M. Alun Badara. Donc, actuellement, le festival, nous allons organiser ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, en disant le FECMA Boula, c'est un festival international culturel Mankagne. C'est 3 pays, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie, et on ajoutera la Guinée-Conakry, plus la diaspora. Oui, ils font partie effectivement de cette organisation autour du festival que nous allons organiser à Boula le week-end prochain. Vous n'avez pas d'amis Mankagne à Paris? Ils sont nombreux là-bas. Hein. J'ai eu une candidate, et c'était la première fois que j'entendais l'ethnie Mankagne. Oui. Et elle a très très bien représenté, parce qu'on a une partie ethnique, où chaque candidate vient représenter son ethnie à travers la danse. Et ça s'appelle Jocelyne Campal. Elle a dansé à merveille. Justine Campal. Jocelyne Campal. Et justement, mon président, je suis le vice-président du comité de pilotage. Notre président du comité de pilotage, il s'appelle Dominique Campal. C'est certainement. Honneur au Campal. C'est pour vous dire que le Mankagne est partout. Et quand vous dites, nous allons organiser ce premier festival à Boula, notre fief, pour montrer que c'est de là-bas. Ensuite, nous avons comme ambition de l'inscrire dans le calendrier culturel de nos pays, et ce qui fait qu'on sera beaucoup plus accompagné. Pour cette première édition, ce sont les difficultés que nous rencontrons, parce que ça n'a pas été fait. Et maintenant, prochainement, comme il a dit, on va inscrire ça dans le calendrier de nos pays, et ça pourra se faire en Guinée-Bissau cette fois-ci, prochainement peut-être au Sénégal ou en Gambie, ou dans la diaspora. Comme il a dit, la diaspora Mankagne, elle est un peu partout. Nous sommes comme au Portugal, on a une forte communauté. Même en Afrique latine, en Amérique latine, on a une communauté là-bas, une forte communauté aussi. Mais pourquoi vous ne prenez pas des ambassadeurs ou une ambassadrice comme une Miss qui peut représenter à travers chaque pays? Comme elle, par exemple, si moi je peux vous la proposer, vous l'invitez à vos trucs et elle représente à merveille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette première édition, voilà des difficultés qu'on a. Sinon, nous avons même programmé faire une élection Miss Mankagne lors de ce festival. Mais maintenant, comme le festival, c'est vrai qu'on aurait dû l'organiser depuis 2020. Et il a parlé tout à l'heure du Covid. Et c'est le Covid qui nous avait un peu freiné. Et maintenant, on a demandé, surtout que c'est le roi qui nous a demandé de l'organiser depuis 2020, on a sauté sur le cas pour dire qu'il mieux vaut finir cette première édition tout de suite. Et pour la prochaine édition, on verra sur les autres facteurs. Et je ne manquerai pas de vous contacter après, parce qu'il y a ce volet-là de Miss Mankagne qu'on est dessus. On va travailler avec Miss Mankagne Sénégal et Miss Mankagne Diaspora. 17, 18 et 19, évidemment, pour ce festival. Restez en plateau avec nous. J'allais dire que la préservation du patrimoine culturel passe également par les parents. Où qu'on soit, on doit en principe pouvoir transmettre cela à nos enfants. Et c'est parfois là que nous, parents, nous fautons par la langue que nous n'apprenons pas forcément, la langue nationale, maternelle, que nous n'apprenons pas forcément à nos enfants, qui surtout, ou parfois grandissent ailleurs, en France, en Europe, aux États-Unis. Certains arrivent à le faire, mais je pense que si nous tous nous inscrivons dans cette dynamique, on parviendra davantage à préserver ce patrimoine et cette culture africaine que nous voulons absolument sauvegarder. On passe maintenant au clip du jour, ensuite le bulletin d'infos complet, et puis on parlera de Miss Sénégal-France avec notre troisième invité. À tout de suite.
خلف دينا نبت نخولا جني أو أنت وخولا ولدي وينكوان من ديك الليلة نونكا دي ديك تيبا تشاتي توا شال ولدي كلا كالوك بويت بلامبور ببيبا جنكونا تيو خنوينونا بفان نورك كوا بفان ندوك خنو خلا بنورا ديوانا خلا ديوانا خلا ديوانا خلا أن بخلا ديوانا نفوتي ديوانا خلا ديوانا خلا ديوانا خلا أن بخلا ديوانا نفوتي. Je donne un grand respect à mes parents qui sont ici dans Belleran. D'une descendance royale, Bouchouki Nabadingal. Un jadingal, Pujakan que dililani. Diwana bayichunan, Bakhula. Nanura, Tanan Bach, Natiti, Tanan Beach, Dingalana, Bakhula. Diwana Khula. Retour en plateau, 7h39, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon matin à tous. On poursuit le magazine maintenant avec le bulletin d'info, le tout en images. La réalisation me rappelle qu'il y a aussi notre chroniqueur Tafa qui nous a envoyé un excellent sujet. Immobilier, c'est notre spécialiste sur ces questions-là. Eh bien, si le temps nous le permet, on regardera sa chronique ce matin également avant de refermer le magazine. Restez avec nous. À tout de suite. C'est l'une des pires catastrophes de son histoire récente que AIBD vient de frôler. L'incident s'est produit aux environs de 1h du matin ce jeudi. L'avion de la compagnie Transair a fait une sortie de piste au moment de son décollage, occasionnant de graves incendies dans sa partie arrière. 85 personnes se trouvaient à bord. Les services de secours d'urgence intervenus pour maîtriser le drame. 10 personnes seraient blessées, dont 4 dans un état grave, informent des sources proches de la compagnie. Aussitôt après l'incident, le ministre des Transports aériens, El Malick Ndiaye, s'est rendu sur les lieux, notamment au centre des opérations d'urgence où il a tenu une réunion de crise. Il a dans la foulée ordonné l'ouverture d'une enquête par le biais du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, avant de s'enquérir de l'état de santé des blessés et des 85 personnes qui se trouvaient à bord. Le vol HC 301 de la compagnie Transair assurait la desserte de Bamako pour le compte d'Air Sénégal. Le trafic qui était resté bloqué devrait reprendre ce matin. L'avion, à la fin de la piste, il n'a pas pu décoller et le pilote a choisi de faire sortir l'avion sur le terrain à côté. Je pense que, personnellement, qu'il a bien géré la situation. L'avion n'a pas trop endommagé. Et quand il s'est arrêté, les passagers étaient en bonne santé. Il y a eu un petit incendie, mais ça a été géré tout de suite. Nos équipes de sapeurs-pompiers sont déplacées dans les temps définis par l'aéroport sur le point de l'accident. Aussi bien les équipes de l'AS et aussi bien les équipes de haute autorité. Donc toutes les équipes d'urgence de l'aéroport, ils sont déplacés pour aider aux passagers et évacuer les passagers. Les blessés, on a pris en charge dans notre infirmière avec notre médecin, avec notre équipe médicale de l'AS. Bien sûr, on a alerté tous les hôpitaux autour de l'aéroport. Et avec le temps que les ambulances viennent, on a pris des mesures nécessaires pour les soins de ces passagers blessés. Après qu'on a finalisé la réunion de crise, Monsieur le ministre, avec son équipe et avec nous, avec toutes les autorités de l'aéroport, on a visité les passagers qui sont au terminal de pèlerinage, échangé avec eux les solutions proposées par Air Sénégal. Et ensuite l'équipe du ministère et certaines autorités ils sont déplacés vers les hôpitaux pour visiter les passagers
blessés. Nos équipes sont travaillées sur le nettoyage de pistes parce qu'avec cet accident-là, on a constaté qu'il y a beaucoup de débris de pneus au niveau de pistes. C'est pris à peu près 2h30 de temps pour nettoyer. Après la vérification de Anassim et Asegna, qu'ils ont confirmé que la piste il est bien nettoyée. Et à partir de 9h30, comme j'ai dit, les opérations commençaient à devenir normaux. Actuellement, les décollages et les atterrissages tournent normal. Malheureusement, il y a eu certains vols qui sont annulés ou des changements d'horaire. Ces vols-là aussi, dans les meilleurs délais, seront opérés. Par ici, une sortie de piste. Par là, des retards quasi systématiques de vol. Par là-bas, des passagers, pour l'essentiel africains, qui souffrent chaque jour le martyre à l'aéroport, ne sachant assez souvent à quel interlocuteur se vouer. 2AS, TSA et bien naturellement Air Sénégal, ces exploitants sont aux abonnés absents. La coupe semble donc pleine pour le pavillon national. Lancée en grande pompe il y a peu dans un élan patriotique sans précédent, cette compagnie était partie avec faveur des pronostics qu'il classait dans le registre des plus belles compagnies en Afrique, tant du point de vue de son ambition de faire du Sénégal un hub que des impératifs de souveraineté nationale qu'elle s'était chargée de porter. Mais force est de constater que les couacs sont devenus légion, que cette compagnie dégringole de jour en jour, tant du point de vue de l'image négative qu'elle imprime dans la tête de ceux qui l'empruntent, que des marques d'impréparation, d'inorganisation et d'amateurisme qu'elle laisse au souvenir de ses usagers composés pour l'essentiel d'Africains. Ces signes extérieurs de faiblesse montrent à quel point cette compagnie risque de se désagréger de l'intérieur et donner l'effet d'un feu de paille. L'ancien chef de l'État avait fait ce qu'il fallait, au moment où il le fallait, c'est-à-dire doter le pays d'un pavillon en lui collant l'ambition d'en faire un hub, une plaque tournante du transport aérien sous-régional, régional et africain. À charge donc pour les nouvelles autorités, au nom du principe de la continuité de l'État, de se saisir dans les meilleurs délais de la situation d'Air Sénégal et y apporter les correctifs qu'il faut en lui adressant bien sûr un cahier des charges qui cadre avec les moyens dont dispose la compagnie, car il ne sert à rien d'ouvrir autant de lignes ou vouloir assurer autant de dessertes si l'on ne dispose pas des moyens matériels, humains et logistiques pour le faire. La rencontre se tient dans le cadre du suivi des décisions issues du Conseil interministériel sur la campagne agricole. Et parmi les décisions, il y a celle relative à la distribution des semences et intrants agricoles. Un travail qui revient désormais aux armées, d'où l'importance de mettre en place une stratégie commune en vue de la mise en œuvre. Nous sommes venus ici pour impliquer de la manière la plus forte et la plus décisive possible pour l'accompagnement de l'armée dans la distribution et la livraison des intrants agricoles. Mais ça va au-delà. L'armée, dans sa philosophie d'armée-nation, le ministère de l'Agriculture, dans sa stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, compte s'appuyer, compte collaborer avec toutes les forces de l'armée pour atteindre cet objectif-là. Un autre département ministériel qui sollicite l'expertise et le professionnalisme des forces armées sénégalaises, c'est le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans sa feuille de route, Cheikh Tidiane Dièye veut accélérer le rythme afin de réduire le déficit des besoins en eau dans le pays, surtout en termes de forage. L'autre défi à relever, c'est la gestion des inondations. Ayant identifié les besoins que nous avons un peu partout dans le territoire, nous sommes venus pour discuter avec l'armée, les forces armées, avec M. le ministre, pour faire en sorte que les forces armées nous apportent leur contribution et leur concours, leur appui, pour faire des forages là où c'est nécessaire et dans l'urgence, pour contribuer en équipement, pour également la préservation de certains de nos cours d'eau, etc. Mais plus aujourd'hui, puisque nous allons vers l'hivernage, nous appuyer également dans tout ce qui va porter sur les politiques ou les activités en matière de prévention des inondations. Et lorsque ces inondations surviendront, il est probable que cela sera le cas, qu'elles soient également sur place, surtout en consolidant et en bâtissant sur les actions qu'elles avaient menées les années précédentes. Les forces armées sénégalaises, ce n'est pas seulement la défense du territoire national. Elles ont toujours œuvré dans la construction du pays. Comme exemple, le génie militaire s'est distingué dans la construction de routes, de ponts, de forages. Ces dernières années, ces actions sont concentrées dans la gestion des inondations.
40 jours après Pâques, les fidèles chrétiens fêtent la montée du Christ au ciel. C'est l'Ascension. C'est le jour où Jésus a été élevé au ciel. Donc Jésus qui est mort et qui est ressuscité, après est apparu pendant plusieurs fois à ses disciples, mais cette fois-ci, donc une fois au milieu de ses disciples, comme il nous l'avait dit, il l'avait promis, il a été élevé par Dieu au ciel. Donc ascension, c'est la montée. Donc c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est encore une victoire de la vie sur la mort. Dans le diocèse de Ziguinchor, ce jour est aussi l'occasion des premières communions. C'est ensemble que nous fêtons avec tout le monde. Partout là où tu vas, à Ziguinchor, dans le diocèse de Ziguinchor, c'est la même chose. On reçoit les enfants qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. L'Ascension revivifie la joie de Pâques. Pour les fidèles, ce jour rappelle forcément des souvenirs. En Casamance, généralement, on profite pour fêter les communions. Je me rappelle de ma première communion, c'était trop sérieux. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné un enfant et qui m'a donné aussi vie jusqu'à ce que je fête aujourd'hui la communion de mon enfant. Ça me rappelle moi aussi le jour de ma première communion. C'est ce que je disais à ma nièce, Manoko. Toi, tu as dormi jusqu'à ce qu'on t'a réveillé. Nous, on ne dormait pas. Parce qu'on était pressés de nous habiller en blanc et de venir à la messe. Donc, ça a marqué une très grande joie à moi. À la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, la messe a été présidée par l'abbé Oscar Manga, qui est revenu sur le sens de cette fête pour l'Église. Il est 7h49 exactement. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci surtout de votre fidélité. On poursuit le magazine en plateau en interrogeant cette fois-ci notre troisième invité, Mamadou Thiam, qui est venu nous parler de Miss Sénégal France. Toumani nous l'avait déjà présenté, celle qui représente le Sénégal, la beauté sénégalaise en France. Et ce matin, on revient carrément sur l'organisation. Comment vous vous préparez également à la participation à Miss Sénégal, j'ai envie de dire Sénégal finalement, parce qu'elle va participer à l'élection ici au Sénégal aussi, n'est-ce pas? Nous espérons. C'est en discussion avec Amina Badiane, que je salue. Donc nous, notre élection, elle est en partenariat avec l'élection nationale. Donc on a des directives qui peuvent nous imposer. Et voilà, moi j'organise cette élection depuis 2011 officiellement. Et donc on permet à des jeunes filles de France de participer à une élection. Donc elles sont là pour représenter un peu la culture sénégalaise, au travers de danse, de marche, des tenues, voilà, des shootings, etc. Tout se fait pour pouvoir les mettre en valeur le jour de l'élection. Je pose une autre question. Non, mais allez-y, c'est votre sujet d'ailleurs. Est-ce que vous vous alignez sur les standards, je veux dire, les standards internationaux de Miss, d'élection de Miss dans le monde, où vous avez vos propres critères d'élection? Avant, oui. Maintenant, je trouve qu'une femme n'a pas besoin... On ne peut pas la juger que sur son physique. Avant, oui, c'est-à-dire Vous avez cassé les codes. 1m75, c'était ça. Filiforme. On l'a vu avec la Ça m'est déjà arrivé de prendre une candidate qui faisait 1m62, mais qui avait vraiment des belles valeurs. Elle était belle, elle parlait très très bien, elle était très intelligente. Donc je me suis dit, je ne vais pas me baser sur le physique, mais vraiment essayer d'axer sur la connaissance, sur ce qu'elle dégage. Toutes ces choses-là me permettent d'avoir des belles filles, très intelligentes. Voilà, c'est vrai que les standards beauté, aujourd'hui, c'est Miss Monde, Miss Univers, où vous avez la fille qui fait 1m75, très fine. Bon. Moi, je pense que je vais donner plus la chance à des filles qui sont plus méritantes. Surtout qu'en Afrique, nous avons d'autres codes. Exactement, d'autres codes de beauté, d'autres canons de beauté. Avec nos dames, pas les mêmes codes que nos demoiselles. Ne change pas. C'est comme voilà, tous les téléspectateurs savent. C'est surtout pas filiforme, ça passe pas. D'ailleurs, le représentant du roi, il est d'accord avec moi. Je suis pas 100% d'accord avec vous. La belle femme africaine, c'est la belle femme africaine, c'est pas celle que le français nous veut faire croire que c'est celle-là. Et inutile d'entrer dans les détails, notre public étant très intelligent, il comprendra. N'est-ce pas? Il y a eu Miss Djongama ici au Sénégal, ça n'a pas vraiment prospéré, finalement. Non, ça a très bien prospéré. Mais très il n'y a bien pas prospéré. eu d'autres éditions. C'est plusieurs années d'ailleurs. Peut-être que là, il faudra juste ressusciter l'initiative. Mais je pense que plusieurs années, c'était l'un des rendez-vous phares, surtout sur les antennes de la RTS. Voilà, Miss Djongama. Miss Djongama par rapport à Miss Djongama? Non, revenons plutôt à Miss voilà, Sénégal un France. peu la participation. Est-ce que vous sentez l'engouement de nos sœurs établies en France? Voilà, vous refusez du monde?
de demandes? On a énormément de candidatures. Donc on fait déjà une présélection par Internet. Donc on essaie de sélectionner celles qui vraiment... Parce qu'on a des candidatures qui viennent du Sénégal. Donc on essaie de les... Ah oui? Oui, on a des personnes qui veulent participer, mais sauf que nous, on les renvoie à Miss Sénégal. C'est ça. Parce que vraiment le trajet et... donc on essaie de faire une présélection. On les appelle un jour physique pour faire le casting physique. Et à partir de là, on les fait marcher, on les fait parler, danser. Et on essaie de sélectionner la crème, on va dire. Donc il y a une présélection avant la grande finale, on va dire. On peut avoir en moyenne une centaine de candidatures. Et une centaine de candidatures à sélectionner un jour, c'est très compliqué. Donc on le fait en amont et on fait venir on va dire une soixantaine de personnes. Mais en choisissant une Miss qui réponde, par exemple, à vos critères à vous, en ne se calquant pas sur les standards internationaux, est-ce que vous ne réduisez pas un tout petit peu la chance de ces Miss-là de pouvoir participer à ces concours et d'espérer ou de rêver pouvoir remporter une couronne de Miss Monde, par exemple, ou Miss Univers? Pour l'instant, j'ai pas été imposé parce que j'ai repris contact avec le comité national depuis peu. Donc j'avais vraiment mes critères. Maintenant, demain, si on nous impose des critères physiques pour pouvoir participer à l'international, je serai obligé de le faire parce que sinon, on ne pourra pas avancer et faire toutes ces choses-là. Maintenant, pour l'instant, je ne suis pas soumis. Donc, c'est en discussion. On mettra des critères sur un cahier des charges et on le fera. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives qui sont offertes à ces Miss, à la lauréate, voilà, au trio de tête? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que cela a de l'intérêt pour elle de participer? Oui, ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt. Après, chaque année est une année différente. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas assez sollicité par des sponsors. Donc, moi, Mamadou Thiam, je le fais vraiment qu'avec mes propres moyens. On sollicite des sponsors qui n'ont pas forcément des réponses positives. Et ce qui est vraiment dommage, c'est parce que nous, on fait le pont entre la France et le Sénégal. Et je trouve que si on avait beaucoup plus d'aide, on mettrait plus la culture en valeur, la culture sénégalaise. Et aujourd'hui, on est vraiment, je pense, un peu à l'oubliette. Parce que nous, les jeunes de la diaspora, on aimerait avoir ce soutien. On aimerait avoir... Parce qu'on a beaucoup de jeunes filles qui ne connaissent vraiment pas la culture sénégalaise. C'est vraiment dommage. On a des candidates qui arrivent, qui ne connaissent même pas le premier président du Sénégal, qui ne connaissent même pas la langue, qui ne connaissent rien. Et en fait, nous, on vient... Parce que né et grandi là-bas, c'est ça? Né et grandi là-bas. C'est pas de leur faute, les parents, on peut te Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les parents qui ont ce devoir de transmission. Qui ont ce devoir-là. Et nous, le comité Miss Sénégal, au travers de cette participation, on fait des discours théâtrales, on permet de leur apprendre aussi la culture sénégalaise. Et quand elles viennent voyager à Dakar, comme Fatou, elle est vraiment dans le rêve, quoi. Elle fait les plateaux télé, elle est invitée par des grands artistes, et il y a cette reconnaissance qui est faite. Mais je pense que c'est pas encore assez. Par rapport vraiment au comité, nous, on a vraiment besoin d'un soutien financier pour pouvoir faire venir des filles d'un peu plus loin, parce qu'en France, des fois, c'est compliqué pour elles de venir de Marseille à Paris, tous les dimanches. Mais si on avait ce soutien-là, on aurait cette facilité à les faire venir, à leur donner beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin. Est-ce que vous avez aussi fait des demandes en fait, en bonne et due forme adressées à des instances publiques qui sont dans le financement? Parce que la diaspora également a sa part dans ces fonds-là de financement donc, de l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, il y a le promis, si je ne me trompe pas. Il y a également, même au niveau de la DER, même au niveau de la DER, il y a un guichet. Pour la diaspora, est-ce que ça, vous l'avez fait? On est le FES, hein? Oui, le FES. Le FES, voilà. On a eu toutes ces petites idées. Mais aujourd'hui, il faut que je crée un comité beaucoup plus grand et qu'on ait un soutien derrière. Donc j'attends ça du comité Miss Sénégal, qui, je pense, va pouvoir me l'apporter. Et voilà, on est vraiment en progression et peut-être qu'on arrivera à faire tout ce que... Donc vous avez bon espoir par rapport aux discussions, aux échanges que vous avez eus avec le comité local, c'est ça? J'espère. Depuis 2011 que vous y êtes, ça montre que vraiment... Je suis rentré dans le comité en 2010 et voilà, j'ai pris la présidentielle en 2011. Depuis 2011, cela démontre que vous êtes vraiment résilient, très engagé dans ce que vous faites malgré les difficultés. Et rien que pour cela, vraiment, bravo. Merci. Et bonne continuation. Oui, parce que les Miss, c'est pas juste le concours de beauté, il y a aussi des projets derrière et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, son projet, il a été basé sur l'immigration. Donc on a réuni une dizaine de jeunes. C'était du côté de Pikine. C'est ça.
au centre culturel Léopold Sédar Senghor. Donc on a réuni des jeunes pour essayer de parler avec eux, essayer de voir les besoins qu'ils avaient. Donc le sujet c'était vraiment le manque de matériel pour certains. Et donc nous on a pris en connaissance toutes ces demandes-là et essayer de voir en rentrant en France, créer peut-être un événement où pouvoir récolter des fonds ou du matériel justement pour leur envoyer. Très bien. Donc il y a toutes ces choses-là. Elles nous ont expliqué qu'au niveau du travail, que ça a été un peu compliqué de trouver du travail rémunéré, des stages. Et toutes ces choses-là, on a essayé de voir et justement d'en parler à vos partenaires. Voilà, c'est la télé pour En tout cas, bravo pour cette belle initiative et votre résilience, comme disait tout à l'heure à Lyon, parce que si vous le faites tout seul, on imagine que c'est pas évident du tout. Et j'ai un dernier truc. Allez-y. C'est un projet personnel. Donc j'ai décidé de venir aussi à Dakar pour pouvoir aider les plus nécessiteux. Donc j'ai fait une demande de fonds, qui est toujours en cours, pour pouvoir comment on appelle ça, effacer les dettes des personnes qui, dans les petites boutiques, vous voyez, vous avez des petites boutiques dans certains quartiers, avec des carnets de dettes. Et en fait, moi je viens pour essayer d'effacer certaines dettes de personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc j'ai réussi à récolter une petite somme pour pouvoir justement faire le maximum. Vous avez la Mais attention, rien d'adjoint rapide. Hein. Non, c'est justement, c'est contrôlé. C'est contrôlé. Oui, c'est contrôlé. Je saurais comment. C'est bien. Non, c'est très bien. Parce que les Sérères vont passer entre les mailles du filet et revenir encore s'endetter. Il y aura vraiment des conditions. Pour du pinton. Et le plus. Non, il y aura vraiment des conditions. C'est pour du pinton qui s'endette. On est à 2 minutes de la fin de l'émission. Le mot de la fin pour vous, ce sera. Ah ben, je vous laisse. On a 2 minutes. Il faut aller très très rapidement. Ah là là. Donc merci beaucoup. Merci. Je suis tellement content d'être venu aujourd'hui. Donc, je vais essayer vraiment de vous dire. Le Fikma Boula, j'avais même pas parlé. On a notre parrain qui est le président Mbalo de Guinée-Bissau. On a eu la marraine qui est Madame Ndiaye, Innocence Tab Ndiaye, qui est une de qui fait partie de notre communauté. Elle est la marraine. Et maintenant, nous voulons faire le festival en 3 jours à Boula, du 17, 18, 19. C'est ça le programme. Nous allons faire des activités autour de la culture. Nous allons faire la cérémonie officielle. On va faire genre un carnaval dans Boula. Nous allons faire des concerts. Nous allons faire une conférence sur le thème de la mort au machin. Et donc, nous allons visiter les sites historiques, les sites qui font partie du patrimoine du Mankagne à Boula. Et enfin, nous allons finir le dimanche. Et le plat traditionnel du Mankagne, c'est le plus prisé, c'est le On a la gastronomie, c'est même ça qu'on aura. Donc c'est vrai, on reviendra sur cela après. Merci. Le mot de la fin, ce sera un mot de rappel de remerciement. Vous remerciez d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez, n'est-ce pas, de pouvoir parler de notre Assemblée générale qui se tiendra le 11, le samedi, demain, à la résidence Mamoun, n'est-ce pas, sur le thème l'agriculture, source de recherche et d'emploi, quelle réforme il faut. Ensuite, au nom du président de l'ASA, Jean-Michel Seck, l'ancien DG de la SAR, remercier, lancer un appel à tous les membres de l'ASA de venir massivement assister à cette Assemblée générale et participer à ces débats de haut niveau. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Mamadou Thiam. Moi, je voulais faire des petits remerciements. Donc, je remercie les personnes qui nous ont soutenus lors de nos projets, Dina, le centre culturel. Donc, les personnes qui aussi nous ont bien accueillis, comme Matar Diop, Paco. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma deuxième dauphine. Kadiatou Signaté. Très bien. Et puis voilà. Merci d'être passé. Bon retour. Merci. À très bientôt. Je voudrais terminer le magazine. On souhaitait également une excellente journée au commissaire de police des HLM qui nous a regardé ce matin et qui s'appelle Kimitan Ndao. Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Bon VSD à toutes et à tous. Demain, c'est samedi, on sera le 11 mai. Ce sera... 11 mai, c'est... 11 mai, c'est le... On a mis la musique au fond. Évidemment. Ça me rappelle l'université. L'équipe qui était à la réalisation. Merci aux équipes techniques également. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive, et prenez soin de vous. Au revoir.